Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 1er mai 2018, journée consacrée à la fête du travail et donc nous aurons dans ce journal quelques activités y relatives. Bienvenue à cette édition. De conscience collective plus accrue, plaidée par les différentes personnalités passées à la tribune de ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. D'abord, l'invité spécial du sommet, le roi du Maroc. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience politique des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Puis, l'hôte de la rencontre, Denis Sassou Nguesso. Il nous faut, tous ensemble, en bonne intelligence et dans la compréhension mutuelle, nous placer au diapason de nos responsabilités respectives, contribuer à la maîtrise des évolutions climatiques et poser un acte de justice et d'équité pour le bassin du Congo, l'Afrique et le monde. La zone du bassin du Congo, deuxième réservoir de carbone mondial, nécessite bien un regard protecteur. La découverte de la tourbière, avec les 30 milliards de tonnes de carbone qu'elle contient, l'équivalent de 3 ans d'émissions toxiques du monde, le rôle climatique mondial du bassin du Congo appelle à plus d'engagement avéré des uns et des autres. Une part importante de l'avenir du globe en termes d'évolution climatique et de préservation de l'environnement se joue ici, au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, c'est vrai. Mais ce combat ne se limite pas que dans les frontières du Congo, de la sous-région et même du continent. Moussa Faki Mahamat l'a dit. La dimension de ce projet dépasse donc les frontières de la sous-région. Il doit être perçu comme il est dans au fond. Un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme. Il faut donc pour la Commission climat une effectivité de son action afin d'opérationnaliser aussi le Fonds bleu pour financer une économie bleue. Et c'est le Gabonais Ali Bongo Ondimba qui a la formule juste. Il ne s'agit plus d'aider un continent, il s'agit de sauver une planète. Fermez les guillemets. Les travailleurs des entreprises étatiques, para-étatiques, privées et d'autres sphères de compétences rassemblés le dimanche 29 avril 2018 à l'esplanade de la Bourse du Travail pour une marche sportive. Ils se sont mis en condition pour suivre l'itinéraire tracé pour la circonstance. Alexandre Honoré Paka, le préfet de Pointe-Noire, un habitué de cette discipline sportive, en sa qualité de président du club des marcheurs, a donné le top de cette activité. Leur itinéraire, le rond-point de la République, l'avenue de la République, ex-révolution, le foyer féminin du Tchétché, l'avenue de l'Indépendance, les ronds-points Mawata et le Gorille, les carrefours Kitoko Daniel et la commune de Mvumvu, le rond-point sympathique en remontant par la case du parti pour chuter au complexe sportif de Pointe-Noire. Cette activité tenue dans tous les départements du Congo s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du travail. Une initiative de l'Organisation du sport du travail en Afrique, OSTA en sigle. Debout, le bassin, avancez, en avant. Cette instance est à sa deuxième édition, a rappelé le président de la Ligue départementale du travail. L'Organisation du sport en Afrique, l'OSTA, avait lancé une marche sportive continentale appelée OSTA City Walk. Déroule chaque année dans notre continent et que le lancement cette année, la deuxième édition, ça s'est passé au Congo-Brazzaville, à Brazzaville.
et que nous avons accompagné cette cérémonie-là. Et que voilà, à Pointe-Noire, nous avons marché, dans l'usine, nous avons marché, dans tous les départements du Congo, nous avons marché, à l'honneur de nos travailleurs. Marche organisée à un jour de la fête internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de l'an. Ayant pris part à cette marche, le président de l'intersyndicale, Norbert Ngondo, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité impulsée par l'OSTA. Pour le docteur Pierre Tsakala, conseiller au sport de la Ligue départementale, le sport et le travail, deux domaines intimement liés. L'on ne peut prétendre avoir un bon rendement sur le plan professionnel si le physique ne répond pas. L'image susciterait de l'enthousiasme des pêcheurs du coin. Dans quelques mois, le visage du point de débarquement du port de Yoro sera aménagé avec l'appui technique et financier de l'Agence marocaine de coopération internationale et le ministère marocain de l'Agriculture et de la pêche maritime. Dans quelques mois, on y trouvera ici des magasins pêcheurs, 150 magasins exactement, un local de matériel de pêche, un atelier mécanique et un atelier de réparation des pirogues. À cela, il faut ajouter une halle aux poissons, une fabrique de glace, des chambres froides et même un marché de détail. Bref, ce sont des conditions de vie dans ce point de débarquement qui se donne un lifting pour sa modernité. Une bonne occasion pour les pêcheurs. C'est le roi du Maroc lui-même qui est venu lancer les travaux de construction par une cérémonie volontairement voulue sobre. Dès son arrivée, le roi du Maroc est renseigné sur la nature des travaux à réaliser. Avant ce geste d'amitié avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, à côté, un engin qui accomplissait le geste de lancement des travaux. Puis, fin de la cérémonie. Le temps d'un bain de foule, les Congolais se sont massés à l'entrée du port et le long de l'avenue qui mène jusqu'au port de Yoro. Tout de suite après, direction aéroport international Maya Maya. Après 2 jours de séjour brazzavillois, l'invité spécial du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo a quitté le sol congolais. Il était exactement 15h15. Marché Tietie, station Pouma, à gauche, on vient à 30 minutes. Tout est parti du Fonds Tietie pour cette marche sportive, laquelle a été initiée par l'inspection primaire de l'enseignement général de Tietie même. Venus des écoles publiques et privées, les participants aux côtés de leurs responsables ont parcouru certaines artères à l'image des avenues Marie-Ngouabi, Indépendance, 7-7 de Dany, Saint-François pour ne citer que cela. Cette activité avait pour but d'inciter davantage ces enseignants et enseignantes à la pratique du sport, notamment la marche. Un moment également d'affermir l'esprit de fraternité, de solidarité, de communion dans les rangs de ces travailleurs. Évidemment, le point de chute de ce rendez-vous sportif a été l'école primaire 31 décembre. Une arrivée ponctuée quelques minutes plus tard d'une partie de Nzango exécutée par la junte féminine. Cette activité sportive résulte bien la réussite, a reconnu l'inspecteur et chef de la circonscription scolaire de Tietie, Antoine Koubakissa, lequel a salué en outre la grande mobilisation de ses collaborateurs. A noter aussi que près de 172 personnes ont pris part à la présente marche sportive, encadrée du reste par les éléments de la police du 3e arrondissement Tietie.
Hommage à celui qui, il y a 138 ans, n'avait pas permis au village Nkuna, futur Brazzaville, d'être sous la métropole belge. Le Sénégalais Sergent Malamine, élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville à titre posthume. Lui qui a été le trait d'union entre la France, le Sénégal et le Congo. Sa cérémonie d'hommage ce dimanche à Brazzaville a été rehaussée de la présence des 4 chefs d'État, le président Macky Sall du Sénégal, Évariste Carvalho du Sao Tomé-Principe, le président Archange Touadéra de la RCA et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et plusieurs autres représentants des chefs d'État. Pour la directrice générale du mémorial Pierre Savornin de Brazza, cet hommage est le moment bien choisi et l'acte est bien conçu pour sortir la figure du sergent Malamine Camara de la pilule de poussière sous laquelle on l'a longtemps retenu. Au ministre de la Culture Dieudonné Mouyongo de confirmer cette union entre le Congo et le Sénégal avec des symboles. De nos jours, les Sénégalais constituent la plus importante communauté étrangère installée au Congo, à telle enseigne que tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest sont appelés Sénégalais. Cette présence au Congo est confortée par de nombreuses empreintes. Ainsi, la maison d'arrêt de Brazzaville, en 1927, s'appelait la prison Malamine. Le port de Yoro renvoie au nom d'un pêcheur sénégalais venu au Congo pendant la construction du chemin de fer. Bertrand Cochery, ambassadeur de la France au Congo, qui a mené la démarche, a fait la présentation des traces et symboles des traités signés avec Hilo Ier. Voici les traces et les symboles que je vais remettre entre vos mains. Traité du 10 septembre 1880, traité du 3 octobre 1880, confiant au sergent Malamine la garde de la station française de Nkouma et procès verbal de remise du 10 avril 1884 qui porte la signature émouvante de Malamine. Avant de les remettre au président de la République. Je peux montrer à l'Assemblée ces documents avant de vous les remettre. Monsieur le Président, les voici. L'élévation du sergent Malamine a été actée par la délibération du conseil municipal. C'est Roger Christian Okimba qui a remis la délibération au président Macky Sall, lui qui par la suite a reconnu la bravoure et vanté sa résistance. Lorsque l'explorateur Henry Morton Stanley envisagea depuis l'autre rive du fleuve de conquérir le territoire du Congo, pour le compte du roi de Belge Léopold II, il se heurta à la résistance farouche du sergent Malamine, devenu par la force des choses un fils adoptif du territoire. Une vraie histoire ne laisse personne dans l'oubli, a renchéri le président sénégalais Macky Sall. Le complexe sportif de Pointe-Noire a vibré au rythme du Nzango moderne et du football le 28 avril 2018 avec des matchs en version dames et hommes. Au rendez-vous de la dite journée, 2 rencontres au Nzango et une au football devant des équipes déterminées à faire valoir leur capacité de jeu. Sur l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire, l'on assistait au Nzango à la défaite de la dynamique d'IRTV, cueillie à chaud par la force de frappe des dames Nzango de la société Ilox. Force de frappe justifiant leur victoire sur le score de 43-31. Malgré les 2 défaites enregistrées et 2 matchs gagnés au cours de ce tournoi, la dynamique d'IRTV est qualifiée pour les quarts de finale. Une qualification venant galvaniser l'esprit de groupe qui anime ces dames tout au long de ce tournoi. En second match, le public a eu droit au face-à-face Avia Nzango et Koraf ayant mis en haleine les amoureux de ce sport. Sur l'aire de jeu du complexe sportif, une empoignade explication au football entre la société d'Igemar et Ilox. 2 équipes qui se connaissent bien avec des forces de nuisance équilibrées devant l'enjeu de ce match âprement disputé.
Au regard d'une telle journée, la dynamique d'IRTV peut se sentir heureuse du reste de son parcours avec l'ambition d'obtenir une place de choix au classement de ce tournoi. Pour les Européens, lundi soir, le président américain a finalement reporté au 1er juin la décision de taxer ou non les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne, du Canada et du Mexique. Malgré ce nouveau délai, Bruxelles reste en mode défensif. L'objectif est bien de parvenir à une exemption définitive des nouvelles taxes, faute de quoi les Européens dégaineront à leur tour des représailles commerciales contre les États-Unis. Dans ce bras de fer, les Américains réclament surtout des concessions commerciales à leurs partenaires européens, notamment dans le secteur automobile. Israël dit avoir de nouvelles preuves concluantes d'un programme nucléaire secret mené par l'Iran. Ce lundi, Benyamin Netanyahou s'est livré à un exercice télévisé. Le Premier ministre israélien a présenté ce qu'il a décrit comme des copies exactes de milliers de documents originaux iraniens. Ce soir, je suis ici pour vous dire une chose. L'Iran a menti. Et pendant longtemps. Voici l'énoncé de la mission. Concevoir, produire et tester 5 ogives, chacune représentant l'équivalent de 10 kilotonnes de TNT, destinées à armer un missile. De son côté, le président américain Donald Trump soutient qu'il déciderait d'ici le 12 mai s'il devait se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qui est en train d'arriver, c'est ce que je disais, qu'il ne reste pas les bras croisés, qu'ils fabriquent des missiles. Je ne vous dis pas ce que je vais faire, beaucoup de gens croient le savoir et tout le monde sait qu'avant le 12, nous prendrons une décision. La télévision d'État iranienne considère ces accusations comme un geste de propagande de la part du gouvernement israélien. Dans un contexte de tensions accrues, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a estimé que l'accord sur le nucléaire devait être préservé. A été diffusé sur Twitter par l'Elysée. On y voit Emmanuel Macron dans l'avion parlant au téléphone avec Vladimir Poutine. La preuve par l'image que la France veut impliquer la Russie dans le dossier du nucléaire iranien. Pour le président russe, pas question de revenir sur l'accord de 2015. Emmanuel Macron insiste lui sur le fait que l'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire et pour cela, il veut négocier un nouvel accord, plus large. C'est ce qu'il a proposé à Donald Trump la semaine dernière. Le président américain doit dire d'ici le 12 mai s'il renie le texte de 2015 qui avait mis un coup de frein au programme nucléaire de l'Iran. Emmanuel Macron propose plutôt de l'intégrer dans un nouveau texte où d'autres chapitres seraient abordés, notamment concernant les activités nucléaires après 2025 et le programme balistique iranien. À Téhéran, le président Hassan Rouhani a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'accepterait aucune restriction allant au-delà de ses engagements actuels. L'Afghanistan enterre ses morts après le double attentat suicide qui a endeuillé Kaboul ce lundi. Une attaque qui visait en particulier la presse. À Kaboul, au moins 25 personnes ont perdu la vie et une cinquantaine d'autres ont été blessées à la suite de l'explosion. Parmi les victimes, Shamar Rai, porté ici en terre. Il était le chef du service photo de l'AFP dans la capitale afghane et une figure de la presse. Ahmad Shah, l'un des correspondants de la BBC, a lui aussi été tué ce lundi, mais par balle à Khost, au sud du pays. Les médias étaient la cible des terroristes puisqu'un homme déguisé en journaliste et équipé d'une caméra s'est fait exploser parmi eux quand ils accouraient sur les lieux près du siège des renseignements. Au total, 10 journalistes ont été tués dans ces attaques. Mon cousin Salim travaillait pour la télévision. Il a été tué. Des familles souvent plongées dans l'angoisse, sans nouvelles de leurs proches. Oh mon Dieu, je ne sais pas dans quel hôpital est mon fils. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Ce lundi également, un autre attentat a tué 11 enfants près de l'aéroport de Kandahar dans le sud de l'Afghanistan. Des enfants qui s'étaient massés autour d'un convoi de l'OTAN alors que l'explosion visait des soldats roumains.